La région du centre-ville nous tient à cœur. Il ne s'agit pas d'un quartier résidentiel ni même commercial, mais c'est un quartier tout d'abord qui a beaucoup de souvenirs pour nous, qui représente beaucoup de souvenirs. C'est un quartier qui a son aspect architectural très particulier. Et quand je parle de souvenirs, car à un certain moment, où il y a plusieurs années, quand il n'y avait pas autant de nouveaux quartiers, le centre-ville était le pivot de la ville du Caire. C'est là où les gens sortaient, c'est là où les gens faisaient leurs achats et c'est là où les gens habitaient aussi avec des immeubles inédits, ayant des aspects architecturaux de grande valeur esthétique. Un projet a été lancé, un projet de rénovation du centre-ville. Mais le centre-ville a une histoire. Et pour relater cette histoire, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Ahmed El Bendari, qui est historien de l'architecture moderne en Égypte. Monsieur Ahmed El Bendari, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. Alors, le centre-ville nous tient à cœur et il a des histoires diverses à relater de par la beauté de son architecture, qui représentant différentes écoles architecturales. Oui, tout d'abord, je dois dire ou donner rapidement une introduction sur le quartier du centre-ville du Caire. Que l'idée que le Khedive a eue, c'est après sa visite pour Paris en 1867 pour visiter l'exposition universelle à Paris. C'était l'époque où le baron Haussmann modernisait Paris sous Napoléon III. Et lorsque le Khedive est rentré, il a décidé de créer l'endroit du centre-ville. Et là, je dois dire, parce qu'il y a un cliché qui mentionne que le baron Haussmann a fait le plan urbain du centre-ville, non. C'était la compagnie anonyme des eaux en Égypte, supervisée par le ministre Ali Moubarak Pacha, qui ont fait le plan urbain du centre-ville, suivant l'expérience haussmannienne. C'est-à-dire qu'on a des ronds-points où les rues s'étoilent dans le rond-point. Et tout d'abord, au début, le quartier du centre-ville, parce qu'aujourd'hui on appelle le quartier du centre-ville le Caire Khedival, mais là je dois attirer votre attention que le quartier, lorsqu'il a été fondé entre 1866 et 67, c'était un quartier résidentiel et culturel. Résidentiel dans le sens que la plupart des bâtiments étaient des villas avec des jardins, et culturel parce que il y avait l'ancien opéra du Caire qui a été complété en 6 mois et qui était dessiné d'après ou qui ressemblait au théâtre ou l'opéra de Milan, La Scala. Et c'était le premier opéra dans le Moyen-Orient. Parmi les grands projets lancés par Ismaïl dans le quartier, c'était le jardin de l'Ezbakeya. Malheureusement, aujourd'hui, on voit une toute petite partie du jardin, mais historiquement, le jardin avait comme superficie presque 20 hectares. Et il y a 2 paysagistes qui ont fait le dessin du jardin, le belge Gustave de Chevalerie, avec la contribution de l'architecte et paysagiste français Barillet Deschamps. C'est eux qui ont fait le plan de l'ancien jardin de l'Ezbakeya. Et là, j'attire votre attention que Barillet Deschamps, c'est l'architecte qui a fait le plan qui a dessiné les fameux jardins de Paris comme Bois de Boulogne, Parc Monceau, Jardin de Luxembourg, etc. Petit à petit, le quartier a commencé à changer et c'était vers la fin du 19e siècle, lorsque c'était l'époque des sociétés immobilières et petit à petit, les villas ont été démolies pour être remplacées par des immeubles de rapport et où on a au rez-de-chaussée des magasins. Et le centre-ville a pris une autre dimension, c'est devenu un quartier résidentiel et commercial. Et les gens qui y habitaient, ils ont quitté le quartier parce que ce n'était plus vert ni calme comme à l'époque. Et ils se sont installés au début du XXe siècle dans de nouveaux quartiers comme Golden City, Zamalek, Maadi et Héliopolis.
Et finalement, ce quartier est resté plus commercial, le centre-ville. Oui, avec le temps, bien sûr que de petit à petit, il est devenu presque commercial plutôt que d'être résidentiel. Je pense que vers les années 70, les années 80, on a eu pas mal de bureaux qui ont occupé les appartements résidentiels des compagnies. Et c'est devenu vraiment un quartier commercial. On se rappelle, avant la mode comment on dit, des malls, à l'époque, on allait pour faire le shopping dans le centre-ville. Et toujours à l'époque, il y avait des grands magasins, il y avait des boutiques bien connues. Il y avait les grands magasins comme Sednawi, comme Omar Afandi ou bien Rosdibak. Il y avait Sicurel, il y avait Shemla. C'était des grands magasins, malgré après que ces magasins ont été nationalisés, mais ça a resté jusqu'à les années 80. Les gens allaient pour faire leurs achats de ces grands magasins et les petites boutiques qui existaient au centre-ville. Le centre-ville a un aspect architectural très particulier, révélant plusieurs écoles architecturales. On aimerait en savoir plus. Oui, là je ne suis pas vraiment d'accord afin de comparer ou de dire que le centre-ville du Caire, c'est Paris de l'Orient. Parce que l'avantage de l'architecture qu'on appelle l'architecture européenne au centre-ville, elle a une empreinte un peu différente que l'architecture en Europe. On a notre empreinte locale. C'est-à-dire que, c'est vrai, beaucoup de bâtiments ont été au début dessinés par des architectes français, italiens, arméniens, français. Mais on voit l'empreinte locale parce que la plupart de ces bâtiments, ils sont éclectiques. Éclectiques dans le sens que ils n'ont pas un style, comment on peut dire, direct. On voit une influence néo-baroque, des éléments néo-renaissance, l'art nouveau, dans le même bâtiment. Alors il est très éclectique. Alors c'est un phénomène un peu qui diffère ou qui distingue l'architecture de cette époque du centre-ville si on la compare avec l'architecture en Europe. Un projet a été lancé il y a plusieurs années, celui de la rénovation du centre-ville. Tout d'abord, pourquoi le centre-ville en particulier? Récemment, les yeux se sont dirigés vers le centre-ville à partir de la fin des années 90, début des années 2000. On a vu pas mal de compagnies privées qui essayent d'investir dans le quartier du centre-ville, comme la fameuse compagnie Al-Ismaili Investment Company, qui achète les anciens bâtiments dans le quartier, et après les travaux de restauration et rénovation, ils font des projets de réutilisation des bâtiments. Et cela a encouragé d'autres aussi investisseurs comme une autre compagnie. Sans toutefois mentionner les compagnies. Ça oui, d'accord. Une autre compagnie aussi qui a investi à acheter les anciens bâtiments. Et petit à petit, cela a encouragé une certaine génération, surtout les jeunes, de s'installer et découvrir le centre-ville du Caire. Mais il y a eu une complète rénovation. Les bâtiments et les immeubles ont été repeints avec des couleurs tout à fait particulières dans une tentative de leur redonner leur aspect initial. Aussi, il y avait une restructuration, si on peut le dire, du centre-ville, comme quoi on ne peut pas se garer, c'est plutôt pour les piétons. Oui, c'est vrai que le premier projet d'espace piéton, c'était le quartier qu'on appelle La Bourse. C'est le centre-ville, mais c'est une partie, un rectangle du centre-ville qui a été transformé en 1997, en espace piéton. Et plus tard, il y a la fameuse rue qui s'appelle Al-Alfi aussi, qui est devenue un espace piéton. J'espère bien qu'on aura dans le futur plus d'espaces piétons afin d'en profiter, d'admirer les bâtiments et de faire une bonne marche dans le centre-ville. Aussi, ce qui encourage soit le gouvernement, soit les investisseurs, parce que
Le centre-ville, c'est comme un musée ouvert parce que la quantité de bâtiments qui existent est énorme. Et on voit récemment, oui, que le gouvernement, elle donne une importance afin de renouveler le centre-ville. Et récemment, on voit un effort qui est bien respecté dans le sens qu'ils essayent de revivre les façades des bâtiments, c'est-à-dire maintenant, ils nous ont donné un code pour les devantures ou les façades des magasins afin de ne pas gâcher la beauté des bâtiments. C'est vrai, pour que chacun ne fasse pas la chose à son propre gré. À votre avis, est-ce que ce projet va s'étendre à d'autres régions, comme à Héliopolis par exemple? Écoutez, j'espère bien. Jusqu'à présent, j'ai pas vu le moment où le gouvernement a vraiment investi dans d'autres quartiers comme le quartier du centre-ville. C'est pas la première fois que j'assiste dans votre programme et toujours je lance un appel quand s'en occupe d'autres quartiers, soit sur le niveau du Caire ou d'autres grandes villes. Parce que le Caire Khedivial, c'est pas uniquement le centre-ville, on a d'autres quartiers, que ce soit Abbasiyya, Héliopolis, Zamalek, Garden City, il y a des chefs-d'œuvre, des trésors, et j'aimerais bien que, c'est vrai qu'à Héliopolis, il y a eu dans le coin qui s'appelle La Courbe, El Korba, il y a eu un effort de renouveler les façades des bâtiments, mais j'espère bien que cela touche d'autres quartiers sur le niveau du Caire, parce que malheureusement aussi, la fin de étendre ou lier des banlieues avec d'autres et faisant des ponts, il y a eu pas mal de démolitions, surtout sur le niveau de la Cité des Morts. Là, c'est vraiment un appel afin de prendre soin de cet endroit-là, parce qu'il y a des chefs-d'œuvre, des trésors, c'est notre histoire, on a des personnalités qui sont enterrés là-bas et qui font partie de notre histoire. Héliopolis aussi nous fait penser au centre-ville parce que les bâtiments ont une architecture très particulière aussi. Et il y a une histoire aussi à la création d'Héliopolis. Et vous avez bien mentionné la courbe qui est à l'origine de l'appellation actuelle qui est Al-Kourba. Oui. Est-ce que vous avez quand même quelque chose à nous dire quant à cette dérivation? Oui, j'aimerais bien qu'on prenne Héliopolis comme un exemple dans le sens si on veut faire une ville satellite. Parce que Héliopolis, on regarde aujourd'hui Héliopolis comme un quartier, mais à l'époque, lorsque le fameux le baron Empin, le Belge, qui a décidé de fonder Héliopolis en 1906, c'était en plein désert. Et il voulait faire une banlieue, pas un quartier. Et les étapes qu'il a suivies afin de faire cette banlieue, tout a été bien organisé parce que premièrement, il a fait une station d'électricité, des générateurs dans le quartier de Choubra et des Merdèches afin de nourrir le quartier avec l'électricité. Et puis, il a tracé les lignes de tramway et de métro comme deuxième phase. Troisièmement, il a commencé à planter des arbres. Et quatrièmement, il a commencé à faire les constructions. Et ça a été divisé, il y avait le quartier des ouvriers, le quartier... il y avait une variation de classes qui y habitaient Héliopolis. Par exemple, la courbe, ça vient du mot corba, ça vient du mot italien qui veut dire la courbe. Et là, on regarde qu'il y a une architecture. Excusez-moi, est-ce que ceci est lié à l'architecture parce qu'il y a beaucoup d'arcs? Non, la courbe, c'est parce que l'endroit... Elle prend un peu la forme d'une courbe, mais arrivant à l'architecture, la plupart des bâtiments ont été dessinés par deux architectes, le français Alexandre Marcel et le belge Ernest Jaspard, et qui ont été faits à travers la compagnie d'Héliopolis fondée par le baron Empin en 1905. Et en bref, c'est une architecture un peu néo-mamelouk avec une empreinte mauresque. Les bâtiments se distinguent par les arcades, ce qui abrite les gens de la chaleur de l'été et en hiver de la pluie. Et on voit que c'est une architecture qui est vraiment convenable à
un climat un peu désertique, parce que je parle de 1906. C'est vrai, oui, il n'y avait Oui. pas autant de bâtiments autour et autant de verdure. Oui. Aussi, il y a eu quand même un projet de rénovation concernant la région d'Al-Fustat, si on peut le dire, qui est considéré comme le complexe des religions, étant donné qu'il y a une synagogue, une église, l'église suspendue, et il y a la mosquée de Amr ibn al-As. Donc là aussi, ça nous fait penser tous ces projets de rénovation qui ravivent un peu tous les trésors que le Caire abrite. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi un intérêt afin de restaurer le Caire copte, si on veut le dire, au Fustat, comme vous l'avez mentionné. C'est un complexe qui a beaucoup d'églises, etc. Il y a la mosquée de Amr ibn al-As, mais sur le même niveau, si on veut comparer, et si on veut s'intéresser aussi à le quartier de Daher. Le quartier de Daher, c'était un quartier très cosmopolite. Il y a une diversité de synagogues qui sont toujours là, et une diversité d'églises. Et malheureusement, il y a beaucoup de bâtiments, de monuments, que ce soit des synagogues ou des églises, qui ne sont pas classés comme monuments et qui ont besoin d'un intérêt afin de restaurer ces bâtiments. Et ça peut être équivalent à Fustat. De toutes les manières, le Caire, ça a été appelé la ville des 1000 minarets. Ouais. Je pense qu'à l'heure actuelle, il y en a beaucoup plus. Oui, je pense c'était une appellation qui a eu lieu dans les années 70, je pense. Mais si bien sûr on veut compter le nombre de minarets, parce que aussi pour le patrimoine des monuments islamiques ou historiques, on connaît, il y a la mosquée Sultan Hassan ibn Touloun, etc. Mais il y en a des trésors et plein de monuments de cette époque dans divers quartiers. Par exemple, pas loin de ce bâtiment de la télévision, dans le quartier de Boulay, il y a pas mal de monuments qui datent de l'époque ottomane. Monsieur Ahmed El Benderi, vous êtes historien de l'architecture moderne en Égypte. Je vous remercie infiniment pour ces informations de taille, pour ce tour que vous nous avez fait faire durant cette matinée. Je vous en prie, ça m'avait vraiment grand plaisir. Eh bien, le Caire abrite énormément de trésors. Le Caire a toujours ses secrets. Et quand on parle uniquement du Caire, on ne peut pas oublier les autres villes. Mais disons que le Caire et surtout le centre-ville nous tient à cœur. Merci de nous avoir suivis. Une très bonne journée et à la prochaine.